Elle n'était qu'une simple lycéenne noire, assise tranquillement à sa place en première classe, avec un billet parfaitement valide en main. Mais l'hôtesse de l'air ne lui avait même pas demandé. Elle a haussé la voix en l'interrogeant, puis l'a violemment déplacée vers l'arrière, en classe économique. Alors que des dizaines de passagers silencieux regardaient. Personne ne s'est levé pour la défendre. Personne n'a dit un mot. Mais quand la jeune fille a pris son téléphone et envoyé un court message, tout a changé. En quelques minutes, les moteurs se sont arrêtés. Le commandant de bord a suspendu le vol et des agents fédéraux étaient en route. Ce que la compagnie aérienne ne savait pas, c'est qu'elle n'était pas une passagère ordinaire. Elle était la raison pour laquelle tout le vol serait immobilisé. Le siège 3B en première classe accueillait la petite silhouette d'Amaya Carter. Une jeune fille noire de 16 ans, au regard pensif, serrant son sac à dos vert délavé contre sa poitrine. Ce sac à dos, qui l'avait accompagné à travers de nombreux étés brûlants et hivers froids, était désormais son compagnon silencieux dans le voyage le plus important de sa vie. Dehors, le soleil matinal éclairait la piste sans fin. Amaya posa doucement sa main sur son genou, caressant la sangle de son sac à dos comme pour se calmer. Ce n'était pas un vol ordinaire. C'était un jalon marquant sa maturité, son premier vol en solo. Pas de parents, pas de proches à ses côtés, juste elle face à l'immensité du monde. Le billet en première classe qu'elle tenait avait été acheté avec une immense fierté par le docteur Naomi Brox, sa marraine, la femme qui avait toujours cru en elle et la soutenue. Ce billet n'était pas seulement une récompense pour son excellence lors du programme scientifique d'été où Amaya avait surpassé des centaines d'étudiants à travers l'État. C'était un symbole de confiance, le signe qu'elle avait sa place dans tous les espaces où elle le désirait, même dans cette cabine de luxe. Amaya s'assit bien droite, ses écouteurs posés légèrement sur ses oreilles, la musique encore éteinte, son livre de sciences préféré ouvert sur ses genoux. Bien que son cœur battait la chamade d'excitation, il était rempli de fierté. Une fierté silencieuse, celle de savoir qu'elle avait gagné cette place par son intelligence, son effort et ses capacités indéniables. Un par un, les autres passagers embarquèrent, et la cabine de première classe se remplit de costumes sur mesure et de parfums coûteux, mais Amaya n'y prêta pas attention. Elle regardait le vaste ciel bleu, laissant la lumière caresser ses joues brunes, reflet d'une maturité juvénile, brillant dans le silence. À ce moment-là, elle n'avait aucune idée que ce silence serait bientôt brisé, et que la fierté tranquille qu'elle portait serait confrontée à un défi bien plus impitoyable qu'elle ne l'aurait imaginé. Mais pour l'instant, Amaya Carter était assise là, seule mais pas solitaire, calme comme une fleur avant la tempête à venir. Alors qu'Amaya se laissait baigner par les rayons chauds du soleil passant par la fenêtre, le bruit de talons claquant régulièrement sur l'allée moquettée attira son attention, et celle de tous les passagers en première classe vers une direction. Sandra Whitmore, la chef de cabine, avançait d'un pas assuré, façonnée par des années de service. Son uniforme parfaitement repassé et son badge brillant sur la poitrine étaient des symboles d'autorité. Son maquillage parfaitement appliqué arborait un léger sourire répété, celui qu'elle avait perfectionné au fil de centaines de vols, souvent réservé aux passagers jugés dignes. Cependant, lorsque le regard de Sandra croisa celui d'Amaya, cette simple lycéenne noire en sweat à capuche gris délavé, baskets usées, et un vieux sac à dos posé à ses pieds, le sourire vacilla un instant, presque imperceptible, sauf pour Amaya. Dans cet instant fugace, mais d'une clarté cristalline, les yeux de Sandra brillèrent d'un doute, comme si la présence d'Amaya en première classe était une erreur. Une tâche qui devait être effacée. Sans tenter de cacher son soupçon, Sandra se dirigea directement vers le siège 3B, se tenant au-dessus d'Amaya avec un air d'arrogance, d'une voix plus forte que nécessaire pour que les passagers autour tournent la tête. Elle déclara : « Vous êtes au mauvais siège. » Pas une question, pas un rappel poli. C'était un ordre, froid, ferme, comme si la présence d'Amaya ici était une erreur qu'il fallait corriger immédiatement. Amaya sursauta, levant les yeux, ses yeux encore chauds de la lumière du soleil rencontrant maintenant le regard froid et perçant de Sandra. Dans un réflexe pour rester poli, Amaya répondit doucement, sa voix petite mais claire. « Je crois que c'est mon siège, le 3B. » Sandra inclina légèrement son corps, croisant les bras, scrutant Amaya comme si elle venait de dire quelque chose d'offensant. Elle jeta un coup d'œil rapide au billet qui dépassait de la poche du sweat d'Amaya. Un regard indifférent et rapide sans réelle intention de vérifier, avant de claquer froidement. « C'est la première classe, jeune fille. » Les deux derniers mots furent prononcés avec une insistance délibérée, comme si le simple fait qu'Amaya soit une jeune fille était une raison suffisante pour qu'elle ne soit pas autorisée dans cet espace. Autour d'elle, quelques passagers, hommes en costume sur mesure,
femmes portant des perles, commencèrent à jeter des regards vers Amaya, certains curieux, d'autres avec une désapprobation subtile, mais aucun mot de défense ne fut prononcé. Sandra se redressa, son regard dominant Amaya comme si elle était un inspecteur des bagages examinant un objet non déclaré. À cet instant, elle n'était plus une hôtesse de l'air. Elle était une gardienne, quelqu'un qui s'était donné la mission de décider qui avait sa place et qui ne l'avait pas dans cet espace. Et avec tous ses préjugés cachés sous une façade professionnelle, Sandra Whitmore tira sa conclusion dès qu'elle vit Amaya Carter. Sans poser de questions, sans vérifier. « Tu n'as pas ta place ici. » Amaya se mordit la lèvre, essayant de rester calme alors qu'une colère lente montait dans sa poitrine. Elle serra la sangle de son sac à dos fermement avec sa petite main. Dans sa tête, une question s'éleva, courte, tranchante et douloureuse. Est-ce juste à cause de la couleur de ma peau? Mais Amaya ne discuta pas. Non pas parce qu'elle croyait que Sandra avait raison, mais parce qu'elle comprenait. Dans des endroits comme celui-ci, toute défense risquait d'être déformée en perturbation. Ce qu'Amaya ne savait pas, c'est que ce silence tranquille et déterminé, son refus de réagir comme Sandra l'attendait, allait bientôt déclencher un séisme que Sandra n'aurait jamais imaginé. Amaya resserra sa prise sur la sangle de son sac à dos, relevant la tête avec une patience bien au-delà de ses 16 ans. Sous le regard dur de Sandra Whitmore, elle sortit lentement son billet d'embarquement, encore intact dans sa pochette plastique brillante. Avec toute la politesse qu'on lui avait apprise depuis son plus jeune âge, elle le présenta à Sandra. Il n'y avait aucune hésitation ni peur dans son geste, juste un simple mouvement, comme les nombreuses fois où elle avait montré son ticket dans les bus ou lors d'examens de bourse où tout devait être transparent et juste. La petite carte indiquait clairement « Samedi 3B, première classe ». Une preuve indéniable. Cependant, au lieu de prendre le billet pour vérifier comme toute hôtesse professionnelle l'aurait fait, Sandra le regarda brièvement d'un air méprisant, puis recula. D'un demi-pas, plissant les yeux, ses lèvres formant une ligne froide et cruelle. Puis, devant toute la cabine de première classe, d'une voix aiguë et perçante comme un couteau, elle déclara « Impossible. Vous devez aller à l'arrière en classe économique. » Ce n'était pas une suggestion polie, ni une demande de vérification plus approfondie, mais une sentence prononcée sans procès. À cet instant, l'air dans la cabine sembla se figer. Les chuchotements s'arrêtèrent. Le bruit des claviers cessa. Les gestes inconscients d'attacher les ceintures et de feuilleter les magazines furent suspendus en plein vol. Tous les regards se tournèrent vers Amaya. Des regards emplis d'émotions diverses. Curiosité, gêne, choc léger, et pire encore, indifférence. Amaya sentit chacun de ces regards la transpercer comme des aiguilles froides. Des étoiles venues d'adultes en vêtements bien taillés, ceux qui se permettaient de rester spectateurs d'une injustice qui se déroulait sous leurs yeux. Pas une seule personne ne s'est levée. Pas une seule personne n'a demandé « Que se passe-t-il » ou n'a simplement suggéré une vérification plus approfondie. Ce silence était plus lourd que n'importe quelle accusation. Amaya prit une profonde inspiration, ses petites mains serrant la sangle de son sac à dos, mais elle ne pleura pas. Pas de supplication, pas de panique. À l'intérieur, il ne restait qu'une douleur amère. Encore une fois, ses efforts ne suffisaient pas à effacer les préjugés imposés par les autres devant elle. Sandra Whitmore tenait la tête haute, les yeux brillants d'un triomphe mesquin. Elle ne prit même pas la peine de demander à un collègue de vérifier le billet, ne consulta pas la liste des passagers, ni n'appela le chef d'équipage à l'aide. Sandra n'avait besoin que d'un regard et de sa croyance aveugle que Amaya Carter, une fille noire portant un sweat à capuche et de vieilles baskets, ne pouvait pas être une passagère légitime en première classe. Et avec cette conviction erronée, elle fit froidement signe. « Prenez ces bagages. Dépêchez-vous. Vous retardez l'embarquement. » Le ton de sa voix, affiné au fil des années à servir les passagers de première classe, transperça Amaya comme un couteau, non pas avec du sang, mais avec une brûlure aiguë au plus profond d'elle-même. Amaya se leva, ses mains toujours serrées autour de la sangle du sac à dos, tremblante, mais aucun mot de protestation ne sortit de ses lèvres. Non pas parce qu'Amaya croyait que Sandra avait raison, ni parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle comprenait que si elle réagissait, elle serait immédiatement accusée de trouble, emmenée sous la complicité silencieuse de la foule, transformée en problème plutôt qu'en victime. La honte ne venait pas seulement des actions de Sandra Whitmore. Elle venait de la complicité invisible mais douloureuse de tous ceux qui l'entouraient. Ceux qui voyaient mais choisissaient de détourner silencieusement le regard. Amaya baissa la tête et quitta son siège.
Le bruit de la sangle de son sac à dos frottant contre le sol résonna seul dans la cabine de première classe silencieuse. Elle marcha lentement devant des rangées de sièges brillants, devant des costumes coûteux et des sacs en cuir à la mode, des visages levés, puis rapidement baissés, comme si éviter de regarder pouvait effacer leur responsabilité. Quelques regards plus froids la frappèrent comme des coups silencieux. « C'est bien fait pour toi. Va à ta place. Ce n'est pas ta place ici. » Amaya se mordit la lèvre, sentant chaque pas peser lourd, comme si elle portait le fardeau d'une longue histoire de préjugés, de rejets et de refus invisibles qu'elle et d'autres comme elle avait subis pendant des générations. Lorsqu'elle arriva en classe économique, Amaya trouva un siège vide près du hublot. Elle s'affaissa, son sac à dos soigneusement posé sous ses pieds, ses mains serrées l'une contre l'autre comme pour se tenir elle-même. Son regard se dirigeait vers la fenêtre, mais ce qu'elle voyait n'était pas le vaste ciel au-delà. C'était son propre reflet dans la vitre. Petite, silencieuse, et une fois de plus repoussée dans l'ombre à cause d'un préjugé superficiel. Personne en classe économique ne demanda si elle avait besoin d'aide. Personne ne demanda pourquoi la jeune fille était assise là, les yeux encore porteurs d'une profonde douleur. Elle resta silencieuse, au milieu de murmures, de regards volés et d'échanges furtifs comme une ombre perdue parmi des étrangers. Dans la paume de sa main, Amaya serrait son téléphone, ne pleurant pas, ne se mettant pas en colère, mais avec une résolution tranquille qui gonflait en elle. Elle déverrouilla son téléphone d'un doigt tremblant, ouvrit les messages. Ses doigts tapèrent lentement mais avec détermination. Elle m'a fait quitter mon siège, elle m'a dit que je n'avais pas ma place. Je suis en classe économique maintenant. Le message fut envoyé en quelques secondes. Et dans ce lourd moment de silence, Amaya Carter ne le savait pas encore. Avec ce simple tapotement, elle avait déclenché un séisme souterrain que personne dans cet avion, pas même Sandra Whitmore, ne pourrait arrêter. Alors que la petite main d'Amaya appuyait sur le bouton d'envoi, ces quelques mots du message semblaient soudain lourds, comme un soupir retenu toute une vie. Ils m'ont fait quitter mon siège. Ils ne croient pas que j'ai un billet. Pas de colère, pas de plainte, juste une vérité brute et silencieuse enveloppée dans quelques lignes, à l'image de la façon dont elle choisissait d'affronter le monde. Le téléphone reposait silencieusement dans sa paume, son écran noir reflétant le visage tendu de la jeune fille, lèvres serrées, regard lointain, mais ses épaules portaient une force inhabituelle pour une fille de 16 ans qui venait d'être traitée comme une intruse dans toute une cabine d'avion. Personne ne regarda Amaya, alors qu'elle traversait tranquillement l'allée entre la première classe et la classe économique. Personne ne se retourna pour demander ce qui s'était passé, ou au moins s'assurer qu'elle allait bien. La porte invisible entre les deux cabines, autrefois définie par les numéros sur le billet, semblait maintenant une frontière nette, un lieu où une erreur aux yeux de quelqu'un en position de pouvoir pouvait annuler à jamais l'existence légitime d'une lycéenne noire. Sandra Whitmore ne regarda pas en arrière. Après avoir géré l'affaire comme elle le décrivait avec confiance après chaque perturbation, Sandra se redressa, ajusta le foulard rouge autour de son cou, fit demi-tour et marcha vers la cuisine avant, là où les hôtesses se rassemblent généralement avant le décollage. Son visage resta indifférent, comme si elle venait d'accomplir une tâche ordinaire, comme enlever un bagage trop volumineux ou demander à un passager de ne pas mettre ses pieds sur la cloison. À ses yeux, Amaya n'était pas une personne ayant le droit d'être présente. Elle était simplement une anomalie à corriger. Dans la cuisine, Sandra prit un verre d'eau, le buta, et s'appuya contre le mur comme si rien ne s'était passé. Dehors, la cabine commença à se remplir. Le bruit des passagers rangeant leurs bagages, ajustant leurs sièges, et échangeant des conversations feutrées augmenta progressivement, remplissant le vide laissé par l'incident. Pendant ce temps, Amaya se retira vers un siège près de l'arrière en classe économique, où la lumière tamisée du plafond créait une lueur douce et brumeuse. Elle choisit le siège près du hublot, comme elle le faisait toujours. Lorsqu'elle se sentait étrangère parmi la foule. Au moins, à l'extérieur de la fenêtre, le ciel était quelque chose que personne ne pouvait lui enlever. Son sac à dos vert délavé, un objet aussi familier qu'elle-même, était soigneusement posé sous ses pieds. Il ne restait plus de place pour la colère ou le ressentiment dans son cœur. Il n'y avait qu'un silence vide, une douleur froide se répandant depuis sa poitrine, là où sa foi en la justice venait d'être rejetée, tout comme elle venait d'être repoussée de son siège. Elle baissa légèrement la tête, comme cherchant la moindre chaleur dans sa paume tremblante. Dans sa tête, la voix de Sandra résonnait encore comme du métal frappant la pierre. « Impossible. Tu dois bouger. » Cette voix ne résonnait pas seulement dans les oreilles d'Amaya. Elle vibrait dans son cœur comme une sonnette d'alarme sur un monde qui n'était pas prêt à l'accepter. Peu importe ses réalisations,
ses efforts, toutes les raisons d'être fière. Mais alors, lorsque l'écran de son téléphone s'illumina, une petite lumière comme une bougie vacillant dans le vent, Amaya vit une réponse de Naomi. Les deux mots apparurent clairement, simples. Que s'est-il passé? Bien que bref, ces mots pesaient plus lourd que n'importe quel livre de science qu'elle avait jamais aimé. Ce n'était pas qu'une question. C'était une affirmation que quelque part, quelqu'un l'écoutait, croyait en elle, et était prêt à agir pour elle. Amaya fixa le message longtemps avant de répondre lentement. Ses doigts tapèrent doucement, ne tremblant plus, mais plein de détermination. La chef de cabine ne croit pas que mon billet est le mien. Elle m'a fait quitter mon siège. Elle a dit que je ne pouvais pas m'asseoir en première classe. J'ai montré mon billet. Elle ne l'a même pas vraiment regardé. Je suis restée silencieuse, mais eux, ils ne sont pas restés silencieux avec moi. Pour la première fois depuis le court trajet du début à la fin de l'avion, Amaya sentit qu'elle n'était plus seule. Elle savait que Naomi Brox, sa marraine, n'était pas une personne ordinaire. Elle n'était pas quelqu'un qui resterait silencieuse face à l'injustice. Et elle n'était pas du genre à laisser une lycéenne noire subir ce genre d'humiliation sans rien dire. Dehors, le soleil avait grimpé plus haut à l'horizon, sa lumière traversant les fenêtres, projetant une raie brillante mais indifférente sur le visage d'Amaya. Elle cligna des yeux, se tourna, et regarda droit dans la vitre comme si elle pouvait voir au-delà, vers l'horizon de la justice qui commençait lentement à se dessiner. Derrière la porte du cockpit, le système de communication clignota, et une voix urgente commença à parler via le centre de commandement au sol. À partir de ce moment, le vol 263 ne serait plus un vol ordinaire. Il deviendrait un vol fatidique où le silence d'une jeune fille forcerait tout le système du pouvoir dans les airs à s'arrêter, écouter, et prendre ses responsabilités. Amaya ne savait pas exactement ce qui allait se passer ensuite, mais elle savait une chose avec certitude. Dès que Naomi lut le message, elle ne serait plus seule dans ce voyage. Naomi retourna à son bureau, composa la ligne de contact d'urgence avec l'équipe des opérations de vol. Sa voix était basse, lente, mais ferme, comme une cloche qui résonne contre de l'acier. Ici la directrice Naomi Brox. Je vous demande de retenir le vol 263 de Atlantic Blue, qui se prépare à décoller de l'aéroport de Dallas-Fort Worth. Contactez immédiatement l'équipage de conduite. Quelle est la raison? Demanda la voix à l'autre bout du fil, d'un ton anxieux. Plainte fédérale prioritaire concernant un comportement discriminatoire et la violation des procédures de vérification des billets à propos d'un passager mineur en première classe. J'enverrai la documentation complète plus tard. Pour l'instant, ordonnez à l'appareil de rester à la porte jusqu'à ce que la vérification et une inspection indépendante soient coordonnées. La voix du service des opérations hésita quelques secondes, puis répondit. Compris. Nous le faisons immédiatement. Naomi ne prononça pas un mot de plus. Elle raccrocha, envoya une alerte prioritaire au système de communication de la FAA avec la note. Maintien prioritaire demandé par la FAA. Passager à Carter, 16 ans, retrait inapproprié de son siège assigné. Revue de conformité immédiate engagée. Dans le cockpit du vol 263, le capitaine Robert venait de recevoir un signal d'inspection standard de la station de coordination quand le système de communication interne bipa avec un message rouge clignotant. Maintien urgent FAA, ne bougez pas. Il fronça les sourcils, retira son casque et se tourna vers le copilote. Nous avons une situation floue. Maintien de position. Ne pas aller sur la piste. Le copilote haussa un sourcil. Problème technique. Robert secoua la tête. Non, ça vient d'en haut. Très haut. En plus de 20 ans de vol, il avait déjà fait face à des incendies moteurs, des passagers indisciplinés et des pannes électriques. Mais il n'avait jamais reçu d'ordre d'arrêter un décollage parce qu'un passager avait été retiré de son siège. Il savait que cela ne pouvait venir que de la FAA. Et qu'une seule personne à la FAA avait le pouvoir d'agir aussi rapidement, Naomi Brox. Il jeta un coup d'œil au nom du passager, désormais soumis à révision. Amaya Carter, siège 3B, mineur, billet vérifié. Une note apparaissait en dessous, retrait sans vérification. Enquête FAA en cours. Dans la cuisine avant, Sandra Whitmore venait de boire une gorgée de son gobelet en plastique quand une hôtesse se précipita vers elle en chuchotant. Le capitaine vient d'ordonner de retenir l'avion. Pas de décollage. Sandra haussa un sourcil, surprise. Que se passe-t-il?
Un problème technique, ce n'est pas ça. Il y a un ordre d'en haut. La FAA intervient. Le gobelet dans la main de Sandra trembla légèrement, et la condensation sur le rebord du verre sembla soudainement froide. Elle ne dit rien de plus, mais un frisson d'inquiétude traversa ses yeux. Elle ne savait pas qu'une femme à l'autre bout du pays venait de prendre une décision d'un seul ordre, et que cette vague allait s'abattre sur elle comme une tempête en plein ciel clair. L'annonce de la FAA venait tout juste d'arriver il y a moins d'une minute, et le capitaine Robert tenait toujours les commandes quand le voyant rouge du tableau de bord clignota, suivi d'une voix ferme émanant du système de communication prioritaire. Vol 263, maintenez à la porte. Ne pas se diriger vers la piste. Un incident sérieux est en cours d'investigation. La voix ne laissait aucun doute. Elle n'avait pas le ton d'une suggestion ou d'un indice comme ce serait le cas pour un retard lié à des bagages ou des passagers en retard. C'était un ordre direct, et la fréquence de communication rendait clair qu'il venait de personne d'autre que la FAA. La Fédérale Aviation Administration, la seule agence ayant l'autorité pour émettre des directives d'urgence même lorsque l'avion est prêt au décollage. Le capitaine posa son casque sur le tableau de contrôle, fronçant instinctivement les sourcils. Il avait déjà géré des situations complexes, de fausses alertes moteurs, des passagers indisciplinés, même une urgence quand un radar avait failli au-dessus de l'espace aérien canadien. Mais jamais, en plus de 20 ans de vol, on ne lui avait ordonné d'arrêter un vol entier à cause d'une plainte d'un passager avant même que l'avion ait décollé. Il se tourna vers le copilote, le regard vif et rapide. Directive FAA. Maintien à la porte. Pas de roulage. Le copilote fit une pause, puis acquiesça rapidement. Pas besoin d'autres explications. Avec ce niveau d'urgence de la FAA, toutes les opérations devaient s'arrêter immédiatement. Pas de débat, pas de retard. Robert appuya sur le système d'interphone, sa voix résonnant dans la cabine. « Mesdames et messieurs, nous venons de recevoir une demande de maintien du vol à la porte pour un court moment afin d'accomplir certaines procédures techniques. Veuillez attacher vos ceintures et rester assis. Nous vous tiendrons informés dès que possible. » Dans la cabine économique, Amaya entendit l'annonce. Elle ne tourna pas la tête, ni ne regarda personne. Mais au fond d'elle, un léger frisson toucha sa poitrine, comme un courant électrique, un mélange d'incertitude et d'autre chose, peut-être l'espoir ou peut-être la tempête imminente. Personne, pas même Sandra Whitmore, n'aurait pu imaginer qu'un simple message de quelques mots allait arrêter tout l'avion. Dans la cuisine à l'avant de la première classe, Sandra se tenait toujours droite et professionnelle, mais ses yeux commencèrent à vaciller. Si le maintien était dû à une panne mécanique, l'équipage aurait été prévenu à l'avance, et des techniciens seraient déjà en route. Mais cette fois, personne ne vint vérifier les systèmes techniques. Il n'y avait aucun bruit de démontage, aucune conversation de l'équipe de maintenance, juste un silence inquiétant, un silence très dangereux. Sandra posa son verre, ajusta sa ceinture, et sortit de la cuisine d'un pas confiant habituel. Mais sous l'uniforme, ses lèvres étaient sèches, et dans sa poitrine, un inconfort aigu et lancinant lui rappelait ses actions récentes, actions qu'elle avait toujours crues conformes au règlement. Mais maintenant, peut-être ne l'était-elle plus. Au centre des opérations d'Atlantic Blue, l'alerte prioritaire de la FAA clignotait sur l'écran. Le message affiché était une gifle froide et brutale. Alerte prioritaire FAA. Violation de conformité en vol. Vol 263. Incident de retrait de passagers. Le centre des opérations transmit immédiatement l'information au directeur des opérations de vol. Chaque maillon de la chaîne commença à s'activer. Le service juridique fut averti pour une implication immédiate. Il existait une règle non écrite que toutes les compagnies aériennes connaissaient bien. Si la FAA intervenait depuis le sol, ce n'était plus une simple plainte client. C'était une enquête, et tout devait être préparé comme pour faire face à une tempête politique. Dans la cabine des passagers, le silence après l'annonce fut peu à peu remplacé par des échanges subtils de regards, des chuchotements légers comme des fistis en l'air. Un homme assis au siège 2, cheveux poivre et sel, costume gris, montre en or, se tourna vers la femme à côté de lui et chuchota. « On dirait que l'avion a un problème, hein ?» La femme inclina légèrement la tête, sa voix petite mais aiguisée. « Pas technique. C'est un passager. » Elle jeta un coup d'œil vers la cabine économique où Amaya était assise calmement près du hublot. « C'est cette fille. » L'homme fronça les sourcils. « La fille noire ? Pourquoi ça ?» La femme ne termina pas sa phrase, mais son regard portait un poids d'implication,
comme si elle venait de réaliser qu'elle avait été témoin de quelque chose qui n'aurait jamais dû être ignoré dès le départ. Au fond de l'avion, Amaya resta assise, les mains posées doucement sur ses genoux, son téléphone reposant sur la tablette devant elle. L'écran était éteint, mais la lumière extérieure reflétait son visage. Ce n'était plus l'expression naïve d'une adolescente de 16 ans faisant son premier vol seul, mais le regard de quelqu'un qui attendait quelque chose de plus grand qu'elle-même. Dans son cœur, il ne restait plus de peur. Il y avait à la place une étrange sensation, comme être au milieu d'une tempête, mais en sachant que cette fois, elle n'était pas seule. Dans la cuisine, Sandra Whitmore parcourait les allées, vérifiant les ceintures de sécurité, mais le sourire poli qui ornait habituellement son visage avait complètement. Le sourire avait disparu. Les hochements de tête, les gestes polis, portaient désormais une gêne évidente, comme si elle essayait de recoller un masque fissuré. En passant devant le siège 3B, celui qu'elle venait de retirer de force à une jeune fille quelques minutes plus tôt, convaincue qu'une fille comme elle ne pouvait pas être assise là, Sandra s'arrêta. Le siège était proprement vacant, personne ne l'avait remplacé, et l'appui-tête était toujours soigneusement rabattu comme avant. Une voix résonna dans son esprit. Elle a montré son billet. Je ne l'ai pas vérifié. Derrière l'arrogance apparemment inébranlable de Sandra, un doute commençait lentement à grignoter sa certitude quant à ce qu'elle venait de faire. Au centre des opérations de la FAA, Naomi Brooks venait de recevoir la confirmation. L'avion est retenu à la porte. L'équipe de surveillance est en contact avec l'équipage. La situation est signalée comme priorité niveau 1. Naomi ne parla pas. Elle hocha légèrement la tête, puis ouvrit l'écran de suivi des vols, ses yeux parcourant l'icône du vol 263. Un point lumineux immobile au milieu d'un réseau de centaines de vols, se déplaçant comme des éclairs. Un point immobile pour une jeune fille qui avait été chassée de son siège, et pour une femme qui n'était pas restée silencieuse. La tempête n'était pas encore arrivée, mais tout le monde à bord du vol 263, y compris ceux qui l'avaient provoqué, et ceux qui étaient restés silencieux, commençaient à la ressentir. Le ciel allait bientôt trembler. La cabine première classe baignait toujours dans une douce lumière dorée, le bourdonnement de la climatisation était constant, accompagné par le léger tintement des tasses et des assiettes sur les plateaux de service. Les passagers élégants, après une hésitation initiale, avaient commencé à retourner à leurs téléphones et magazines, comme si le vol était simplement retardé par un petit problème technique. Pendant ce temps, Sandra Whitmore, alors que l'atmosphère commençait à se fissurer sous la surface, s'autorisait à s'appuyer contre le mur de la cuisine, un verre d'eau à la main, affichant une expression de calme indifférence. Elle restait là, une main tenant le verre, l'autre lissant sa jupe d'uniforme, le regard balayant la cabine première classe avec son œil vigilant habituel. Son attitude n'était pas différente de celle de milliers de vols précédents. Toujours la Sandra affûtée, polie, sachant parfaitement comment garder le contrôle sur tout dans la cabine, comme si c'était son propre monde privé où elle avait le droit de juger et de prendre les décisions finales. Elle croyait encore que tout avait été géré correctement, que la fille, l'étudiante en sweat à capuche, qui n'avait pas sa place en première classe, avait été replacée là où elle devait être sans conséquences majeures. Pour Sandra, c'était une victoire professionnelle, une action nécessaire pour maintenir le standard tacite qu'elle défendait depuis 15 ans dans les airs. Mais tout l'équipage ne partageait pas sa perspective. Eric Dawson, le jeune steward qui n'était dans le métier que depuis 3 ans, entra dans la cuisine par le couloir de gauche, tenant encore le chiffon qu'il utilisait pour essuyer les plateaux. Il hésita, s'arrêtant un instant avant de parler. Bien qu'il ne voulût pas perturber l'atmosphère, son hésitation créa une pause notable dans cet espace déjà tendu. « À propos de la fille tout à l'heure, » dit Eric d'une voix douce mais ferme, « j'ai vu son billet. C'était pour le siège 3B. » Sandra tourna la tête vers lui, l'inclinant légèrement comme pour analyser si elle devait répondre ou simplement l'ignorer. Puis elle gloussa doucement, un rire sans humour, rempli de l'arrogance camouflée par des années d'expérience. « Eric, tu es encore trop vert. Dans ce métier, regarder un billet ne fait pas tout. » Il se figea. Ses sourcils se froncèrent un bref instant. Sandra poursuivit, levant son verre d'eau comme pour donner une leçon à un élève têtu. « Tu apprendras avec le temps que tout le monde qui présente un billet première classe n'a pas forcément sa place ici. Certaines personnes, rien qu'en les regardant, tu sais, quelque chose cloche. » Cette phrase ne nécessitait pas plus d'explication. Elle révélait la vraie nature du système de croyances déformé que Sandra entretenait pour gérer sa cabine. Que le standard ne se trouvait pas uniquement sur la carte d'embarquement, mais dans l'apparence des passagers, leurs vêtements, la couleur de leur peau, leur manière de parler, et surtout, s'il lui donnait l'impression d'appartenir à cet espace.
Eric ne parla pas pendant quelques secondes. Il n'était pas du genre à affronter facilement les autres, mais son regard sur Sandra avait changé. Ce n'était plus la confusion d'un jeune employé, mais celui de quelqu'un qui avait vu une ligne franchie, une ligne sans justification possible. Il hocha lentement la tête, puis répondit doucement, presque pour eux deux seuls. « Je pense que cette fille n'a rien fait de mal. » Sandra posa son verre sur le plateau, soupirant de fatigue comme si la fille, et maintenant Eric, la forçait à expliquer l'évidence. « Tu ne comprends pas, Eric. Dans un avion, on doit maintenir l'ordre. Il y a tellement de choses à contrôler. Si on laisse des gens s'asseoir au mauvais endroit, si on ne contrôle pas dès le départ, que va-t-il arriver? Une fille comme ça? Qui est-elle? À qui appartient-elle? Et si c'est une erreur? Vas-tu prendre la responsabilité si quelqu'un porte plainte? » Mais au moment où cette question fut posée, Sandra ressentit elle-même un silence creux s'ouvrir en elle, un vide qu'elle n'avait jamais remarqué ou qu'elle avait volontairement ignoré parce qu'elle n'avait interrogé personne. Elle n'avait vérifié aucun passager. Elle n'avait pas consulté la liste des passagers. Elle n'avait pas appelé le chef d'équipage. Elle n'avait suivi aucune procédure standard pour gérer la situation. Elle avait simplement donné un ordre parce que cela lui semblait mal. Et maintenant, l'avion était retenu à la porte. Pas à cause d'un problème technique, ni d'une panne moteur, ni du mauvais temps, mais à cause d'une décision prise par préjugés, fondée sur un regard superficiel, mais chargé d'autorité. Eric ne dit toujours rien. Il fit simplement un pas en arrière, hocha légèrement la tête, puis s'éloigna, laissant Sandra seule dans la cuisine, où le bruit des moteurs à l'extérieur était noyé par un silence bien plus étouffant. Elle posa la main sur le bord froid en métal du comptoir, fixant l'espace vide comme si elle espérait trouver une faille pour justifier ce qu'elle venait de faire. Mais pour la première fois en 15 ans dans les airs, Sandra Whitmore n'était plus certaine que l'expérience suffisait à la protéger de la tempête qui approchait à l'horizon, une tempête qu'elle n'avait pas vue sur le radar. Parce que cette fois, elle ne faisait pas face à une fille. Elle faisait face à un système qui se réveillait. Sandra Whitmore était toujours debout dans la cuisine avant, la paume légèrement posée sur le bord froid en métal, le regard lointain, comme à la recherche d'une vague assurance parmi les sons dispersés dans la cabine première classe. Mais ce moment ne dura pas longtemps. La porte du cockpit s'ouvrit à l'avant. La lumière tamisée du tableau de bord illuminait une ligne droite à travers le cockpit, et le capitaine Robert Hay, l'homme calme qui sortait rarement du cockpit sauf en cas de nécessité absolue, pencha la tête vers l'extérieur, sa voix basse, non pas en colère, mais sans la moindre place au compromis. « Mademoiselle Whitmore, venez ici un instant. » Pas d'autres explications, pas le ton habituel collaboratif entre membres d'équipage. Juste un ordre bref, suffisant pour faire déclencher toutes les alarmes dans le corps de Sandra comme une sirène. Elle avala difficilement, se redressa, ajusta sa jupe, et marcha vers le cockpit avec l'attitude qu'elle avait soigneusement travaillée devant le miroir, toujours l'image de quelqu'un qui contrôle la situation. Mais à chaque pas vers le cockpit, son cœur battait différemment, et un sentiment calme, inconnu, commençait à s'insinuer, un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'anxiété. La porte se referma derrière elle. L'air dans le cockpit était plus frais, mais aussi plus lourd. Le capitaine n'était pas assis. Il se tenait à côté du siège du copilote, la main reposant sur la coudoir, les yeux froids ne regardant pas directement Sandra, mais vers le casque suspendu. Sans rien dire de plus, il inclina légèrement la tête vers la droite, lui faisant signe de mettre le casque. Sandra le regarda brièvement, comme si elle attendait une introduction. De quoi s'agit-il? Mais ne recevant rien d'autre qu'un léger signe de tête rigide, elle enfila lentement le casque, gardant un léger sourire sur les lèvres, comme si ce n'était qu'un échange technique de routine. Mais dès que le casque se posa sur son oreille, la voix à l'autre bout figea ce sourire, comme de la cire au contact de la glace. Ici James Sandler, directeur principal à la FAA, parlant au nom de la directrice Naomi Brooks. Rien qu'à entendre ce nom, Sandra sentit sa poitrine se serrer. Naomi Brooks, un nom que quiconque ayant travaillé dans l'aviation connaissait, non pour des déclarations choc ou des démonstrations de pouvoir, mais pour quelque chose de bien plus fort. La réputation et des principes inébranlables. Si son nom apparaissait dans une enquête, cette affaire ne se terminerait jamais par une simple excuse. Elle aurait de vraies conséquences. Des conséquences qui plongeaient profondément dans les racines du système. La voix continua sans laisser à Sandra un moment pour rassembler ses pensées.
Nous venons de recevoir une plainte urgente de la directrice Brox concernant un passager mineur qui a été retiré de force d'un siège en première classe malgré un billet valide et sans aucune infraction. » Sa voix n'était ni forte ni dure, mais chaque mot résonnait dans l'oreille de Sandra comme un marteau frappant une table en verre, tranchant et froid au point de lui faire transpirer les paumes. Le nom du passager est Amaya Carter, 16 ans, titulaire d'un billet pour le siège 3B en première classe. Elle a été priée de se déplacer sans aucune vérification de son billet ni coordination avec l'équipage. Sandra ouvrit la bouche, prête à répondre, un réflexe familier qu'elle avait souvent eu lorsque des passagers se plaignaient. Mais James Sandler l'interrompit avant qu'elle ne puisse finir. « Je ne te demande pas ce que tu pensais. Je te demande si tu as vérifié le billet avec la liste des passagers ou avec le personnel au sol avant de forcer le passager à quitter son siège. » Il n'y avait aucune échappatoire dans ses paroles. Sandra se tut une fraction de seconde, puis répondit doucement, la voix cassée. « Non, je n'ai fait qu'un rapide coup d'œil au billet. »« Je vois. Donc tu n'as pas vérifié. Tu t'es juste fié à ton intuition. Pour décider si un passager était valide ou non. » Silence. Un silence qui dura comme l'immobilité de l'aiguille d'une seconde sur une horloge arrêtée. Puis James Sandler reprit, cette fois avec une voix plus lente et plus grave. « Sais-tu que ce passager est la filleule de la directrice de la FAA? Et même si ce n'était pas le cas, retirer un passager valide juste parce que tu avais l'impression qu'il ne devait pas être à ce siège, ça viole au moins 3 principes de sécurité de la FAA et des procédures internes, n'est-ce pas ?» Sandra avait du mal à entendre les détails maintenant. Des mots comme violation de principe, absence de vérification, plainte urgente tourbillonnaient dans sa tête comme une tempête chaotique. Les 15 années d'expérience dont elle s'était jadis vantée ne pouvaient plus la protéger de cette vérité incontournable. Elle avait pris une décision non fondée sur une procédure, mais sur un préjugé. Maintenant, écoute-moi bien. La voix de James baissa comme le vent avant la tempête. Tu retourneras en classe économique. Tu inviteras la passagère Amaya Carter à reprendre sa place assignée en première classe, et tu le feras poliment, publiquement, et avec des excuses claires. Sandra ouvrit la bouche, prête à demander « Puis-je juste parler à la fille en privé ?» Mais la réponse l'attendait déjà. « Non, tes actions ont eu lieu devant les passagers. Tes excuses doivent être aussi publiques. » Puis Sandra demanda doucement, la voix épaisse d'émotion, comme si elle sentait la tempête inévitable qui l'attendait derrière la porte de l'avion. James fit une pause un instant, laissant les mots s'imprégner. « Un inspecteur fédéral t'attendra au sol pour commencer l'enquête officielle, et nous attendons ta pleine coopération. » Le casque devint silencieux. Le grésillement disparut, mais le vide laissé derrière ressemblait à un rugissement invisible. Sandra retira lentement le casque, les mains tremblantes. Elle n'avait jamais senti le cockpit, où elle était entrée des centaines de fois, si petit et étouffant. À chaque pas, en ouvrant la porte pour retourner dans la cabine, elle ne marchait plus comme quelqu'un contrôlant l'espace. Elle marchait comme quelqu'un traversant un tribunal silencieux de l'opinion publique. Chaque regard était un juge attendant sa réponse. La porte du cockpit se referma derrière Sandra Whitmore quand elle sortit. Les talons de ses chaussures s'enfonçaient doucement dans l'épais tapis de la cabine première classe. Mais à chaque pas vers la cabine économique, la confiance qu'elle avait toujours portée semblait glisser le long de sa colonne vertébrale, laissant derrière elle un vide froid qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Le foulard de soie rouge autour de son cou était toujours noué selon le style standard de la compagnie aérienne. Sa robe d'uniforme toujours impeccable, ses cheveux parfaitement coiffés. Mais toute cette perfection extérieure ne pouvait désormais plus masquer le malaise grandissant qui commençait à apparaître dans le coin de ses yeux, dans la façon dont ses mains se serraient inconsciemment. Les regards commencèrent à la suivre. Non plus avec admiration pour une hôtesse expérimentée, mais avec scrutini, confusion et une prise de conscience silencieuse. Certains passagers levèrent les yeux de leur siège. D'autres baissèrent la tête en murmurant, mais pas un seul bonjour, pas un signe familier. L'atmosphère avait changé de manière si radicale qu'elle en devenait oppressante, un silence dont même elle ne pouvait nier la raison. Quand elle atteignit la cabine économique, Sandra vit la jeune fille assise près du hublot dans la dernière rangée de la section avant, le dos droit, la main posée sur son sac à dos vert délavé, les yeux fixés dehors comme si rien ne pouvait troubler la tranquillité qu'elle s'efforçait de conserver. Sandra ralentit. À chaque pas vers la fille, elle se sentait sombrer plus profondément dans une prise de conscience, un lieu où les justifications habituelles ne remontaient plus pour la sauver de la noyade.
Et lorsqu'elle se retrouva devant la jeune fille pour la première fois de sa carrière de chef de cabine, Sandra ne sut pas par où commencer. Quelques secondes de silence passèrent. Puis, avec tout ce qui lui restait de réserve professionnelle, Sandra força un sourire. Un sourire mince et tordu, comme une fissure dans un verre lorsque la lumière l'éclaire trop près, et par là. Il y a eu un malentendu. Vous, Carter, veuillez retourner au siège 3. Sa voix n'était plus haute et ferme. Elle était tendue, comme si chaque mot était arraché de sa gorge par une force inévitable. Amaya ne se tourna pas immédiatement vers elle. Elle inclina lentement la tête, croisant le regard de Sandra, mais ses yeux n'étaient plus surpris, ni en colère. Ils portaient une lumière calme et tranchante, celle d'une personne qui comprenait trop bien la situation, et qui ne voulait maintenant qu'entendre la vérité. Elle inclina légèrement la tête et demanda d'une voix si calme qu'elle ressemblait à une coupure silencieuse. « Pourquoi ai-je été la seule à qui on a demandé le billet? Pourquoi n'avez-vous pas demandé au monsieur blanc assis à côté de moi? Pourquoi ?» Cette question n'était pas une accusation. C'était un coup direct, portant le poids de toute la vérité. Sandra se figea. Sa langue se dessécha. Sa gorge se noua, prise entre une excuse vide et une vérité indéniable. Quelques passagers proches commencèrent subtilement à tourner la tête. Leurs regards étaient pleins de suspicion. Les personnes silencieuses quelques instants plus tôt semblaient désormais interpellées par cette question. Personne ne parla, mais toute la cabine retenait son souffle. Sandra lécha ses lèvres, regardant instinctivement autour d'elle, cherchant une échappatoire, un allié, un regard de soutien comme elle en avait toujours reçu auparavant, mais il n'y avait rien. Juste un silence dense tournoyant autour d'elle comme un mur qui se refermait lentement. Je ne voulais pas, à ce moment-là, c'était juste un réflexe. Vous savez, parfois les gens font des erreurs. Sa voix faiblissait en prononçant ce dernier mot, comme si elle réalisait elle-même à quel point cette phrase était vide de sens. Parce que Sandra savait très bien que ce n'était pas une erreur. C'était un préjugé, une sélection délibérée masquée sous le nom d'intuition professionnelle. Amaya hocha légèrement la tête sans dire un mot. Puis elle tourna son regard vers l'espace vide au-dessus. La section première classe qui lui avait été retirée moins d'une heure auparavant. L'atmosphère avait changé. Les gens regardaient. Les gens assistaient à la scène. Elle se leva, prit son sac à dos, et ne dit rien. Alors qu'elle passait devant Sandra, elle s'arrêta un instant. Sans se retourner, sans la regarder, sa voix sortit douce mais glaçante. Si je n'avais pas envoyé ce message, rien de tout ça ne serait arrivé. Je serais juste une gamine assise au mauvais siège. Personne ne l'aurait su. Personne ne s'en serait soucié. Sandra eut l'impression que sa dernière couche de protection venait de lui être arrachée. Les mots n'étaient ni amers, ni hostiles, mais ils constituaient une phrase, une exposition totale de ce qu'elle venait de faire, et d'elle-même. Amaya avança, marchant d'un pas assuré, bien que ses épaules semblaient encore petites sous son sweat à capuche usé. Ses pas n'étaient plus lourds comme lorsqu'elle avait été forcée de quitter son siège. Chaque pas était désormais un coup puissant frappant la porte invisible du système. Une porte qui lui avait été fermée. 1 heure auparavant, mais qu'on la forçait maintenant à ouvrir. Amaya fit chaque pas de retour vers la cabine première classe, le chemin qu'on lui avait forcé à quitter moins d'1 heure plus tôt, en silence et dans l'humiliation, sous des dizaines de regards indifférents ou sceptiques. Mais cette fois, tout était différent. Pas parce qu'elle marchait avec fierté ou que quelqu'un avait déroulé un tapis rouge pour l'accueillir. Il n'y avait pas d'applaudissements, pas de salutations, pas de mots d'encouragement. Mais le silence n'était plus le même qu'avant. Il était plus épais, plus inconfortable, plus pesant. Amaya pouvait sentir chaque paire d'yeux suivre chacun de ses mouvements. Des yeux qui s'étaient détournés, l'avaient évité ou avaient pensé « ça ne me concerne pas ». Quand ils ont vu une fille se faire traîner hors de son siège simplement parce qu'elle ne ressemblait pas à quelqu'un qui avait sa place ici. Maintenant, ces mêmes yeux ne pouvaient plus la regarder en face. Alors qu'Amaya passait devant la première rangée de sièges en première classe, une femme portant des boucles d'oreilles en perles baissa rapidement la tête comme pour vérifier quelque chose d'important dans son sac à main. Un homme aux cheveux gris assis près de son ancien siège jeta un coup d'œil, puis regarda par la fenêtre, les sourcils froncés comme si quelque chose d'important venait de surgir. Personne ne la salua, personne ne lui posa de questions, mais tout le monde savait. Cette fille retournait à sa place légitime. Amaya s'arrêta au siège 3B,
Le siège dont elle avait été expulsée comme si elle était une intruse. Le siège était toujours intact, incliné à l'angle qu'elle avait réglé. L'appui-tête était propre, et personne n'avait pris sa place depuis tout ce temps. C'était comme si tout l'attendait, non pas par respect, mais parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. Elle posa son sac à dos à ses pieds et s'assit tranquillement. Elle redressa le dos, les mains posées doucement sur ses cuisses. Personne ne lui disait d'être forte, mais plus personne ne pouvait la faire reculer. Quelques chuchotements commencèrent à parcourir la rangée derrière elle. Quelqu'un toussa. Une autre personne ajusta ses lunettes. Une jeune femme se pencha vers son mari et murmura quelque chose. Puis un homme d'âge moyen, assis dans la rangée d'en face, parla très doucement, mais assez fort pour que ceux autour de lui entendent. « Nous avons gardé le silence là où il ne fallait pas. » Cette phrase ne s'adressait à personne en particulier. Elle ne visait aucune personne spécifique, mais chaque passager dans la cabine avait l'impression qu'elle leur était adressée. Tous ceux qui avaient été témoins de l'humiliation de la fille, de l'ordre donné à la chef de cabine de la faire sortir, mais qui n'avaient rien fait. Ceux qui avaient eu la possibilité d'empêcher que cela se produise, mais qui sont restés silencieux. Amaya ne tourna pas la tête. Elle ne réagit pas, mais ses mots résonnaient encore dans l'air. Il n'était pas nécessaire que quelqu'un les répète. Dans le galéi à l'avant, Sandra Whitmore était debout, seule, adossée au froid placard en acier inoxydable, les yeux vides fixant un rayon de lumière filtrant à travers la porte givrée. Elle entendit le murmure. Bien que personne ne lui parle directement, elle savait que l'homme ne parlait pas d'eux, mais d'elle. Des actions qu'elle avait prises et du silence qu'elle avait reçu comme un reflet brutal de la collectivité. Jamais auparavant dans sa vie d'hôtesse de l'air, Sandra n'avait ressenti la cabine si étrangère et oppressante. Tout était encore pareil. Les allées étroites, les sièges en cuir luxueux, les verres et tasses impeccables. Mais maintenant, ce n'était plus son espace. C'était une salle d'audience silencieuse où chaque détail devenait une preuve contre elle. Le regard de Sandra tomba sur le siège 3B. La fille ne l'avait pas regardé une seule fois depuis son retour. Pas de colère, pas de ressentiment. C'était ce que Sandra ne pouvait pas supporter. Si Amaya avait été en colère, si elle avait crié, accusé ou pleuré, Sandra aurait peut-être trouvé une raison pour le justifier. La fille aurait exagéré. Mais non, la fille n'avait rien fait d'autre que d'exister, de rester assise dans son siège et de garder le silence. Et pourtant, elle faisait que chacun se regarde lui-même. Dans la cabine première classe, l'atmosphère continuait de changer. Quelques passagers commencèrent à sortir leur téléphone, non pas pour se divertir, mais pour consulter les nouvelles. Une note interne avait commencé à fuiter. Vol retardé pour violation de protocole impliquant un passager mineur. Quelqu'un murmura « N'est-ce pas la fille d'un responsable de la FAA ?» Une autre personne répondit doucement « J'ai entendu dire que c'est la directrice de la sécurité aérienne. » Même si personne n'avait rien confirmé, la rumeur se répandait des chuchotements dans la cabine au bureau de surveillance au sol, jusqu'aux médias, aux réseaux sociaux, et même dans les couloirs du pouvoir. Quant à Amaya, elle restait immobile, sans bouger, sans sourire, sans verser de larmes. L'écran de son téléphone était toujours éteint, mais dans son cœur, elle savait que Naomi suivait chacun de ses mouvements. Elle savait aussi qu'il se passait quelque chose de très important, pas seulement pour elle, mais pour des gens comme elle, ceux qui avaient été mis de côté simplement parce qu'ils ne semblaient pas appartenir là. Pour la première fois durant ce voyage, Amaya posa doucement sa tête contre le siège, non pour se reposer, mais pour se permettre de sentir l'espace qui lui avait été pris. Cette fois, comme quelqu'un qui méritait vraiment d'être là. La vague silencieuse dans la cabine se transformait rapidement en un tremblement qui gagnait tout le monde, non seulement parmi les passagers, mais aussi au sein même de l'équipage. Les regards échangés dans l'allée étroite entre les cabines n'étaient plus seulement curieux, mais portaient un réel sentiment d'hésitation, comme si tous comprenaient ce qui les attendait une fois que l'avion toucherait le sol. La nouvelle que la Federal Aviation Administration, la FAA, avait officiellement lancé une enquête n'était plus un simple murmure derrière des portes closes. Dans les mains de la chef de cabine coordonnant le vol, un pageur interne clignotait continuellement. Un message indubitable venu du centre des opérations, clair et sans équivoque. Vol 263. La FAA va monter à bord pour enquêter sur une violation des procédures. Préparez-vous à coopérer. Tous les membres d'équipage doivent se présenter. Dès que le message apparut, l'atmosphère dans la cabine première classe sembla tomber dans un brouillard silencieux et lourd, et personne ne le sentit plus intensément que Sandra Whitmore.
Toujours appuyés légèrement contre le comptoir du Galéi, les yeux de Sandra tentaient de garder leur calme, mais tout à l'intérieur d'elle commençait à se fissurer. Les mots qu'elle venait de lire résonnaient dans son esprit comme une cloche dans une maison vide. Enquêter directement sur une violation des procédures. Présentation de tous les membres d'équipage. Juste quelques mots, mais suffisants pour détruire les 15 années qu'elle avait passées à construire sa réputation. Eric Dawson entra derrière elle, sa silhouette grande et mince avançant silencieusement à travers cette pression, essayant de rester professionnel, mais l'inquiétude dans ses yeux était impossible à dissimuler. Il resta près de Sandra un long instant, sans dire un mot. Seul. Seul le léger bourdonnement de la climatisation, le murmure lointain des passagers, et un silence qui semblait forcer quelqu'un à parler en premier se faisait entendre. Enfin, Eric se pencha, sa voix basse et douce, juste assez pour qu'elle l'entende. Ils vont te demander pourquoi tu n'as contrôlé que le billet d'une seule personne. Ce n'était pas une accusation. Ce n'était pas dur. Mais cette phrase était comme un couteau posé doucement sur la table, forçant l'autre personne à l'affronter, même si elle ne pouvait pas trouver d'excuse. Sandra ne tourna pas la tête. Ses épaules restaient droites, mais sa poitrine se soulevait et retombait à chaque respiration. Et quand elle ouvrit enfin la bouche, sa voix, pour la première fois de tout le vol, ne portait plus de certitude. Je ne sais pas. Je pensais juste. Mais même elle ne croyait pas les mots qu'elle s'apprêtait à dire. Eric ne répondit pas, mais dans son regard, la sympathie avait disparu. Il ne restait plus que la déception. La déception de quelqu'un qui avait été témoin d'une injustice et qui réalisait qu'il était resté silencieux. Sandra tourna soudain le visage, croisant le regard plus jeune de son collègue, devenu bien plus froid. Elle vit clairement que non seulement sa carrière se délitait, mais aussi l'image d'elle-même en laquelle elle avait toujours eu confiance. Elle n'avait jamais imaginé qu'une décision ordinaire, comme tant d'autres qu'elle avait prises lors de précédents vols, pouvait marquer la fin de sa carrière. Mais cette fois, elle savait. Ce n'était pas la décision qui était en cause. C'était la manière dont elle avait perçu les autres et accepté cela comme normalité. À ce moment précis, l'avion trembla légèrement. Ce n'était pas le moteur qui démarrait, mais la porte de la cabine qui s'ouvrait à nouveau, un événement qui n'arrive jamais une fois l'embarquement terminé. De l'avant de la cabine, deux silhouettes apparurent. Une femme en uniforme sombre de la FAA, portant une plaque avec le nom Officer Road sur la poitrine, marchant aux côtés d'un homme en costume gris, un badge fédéral brillant sur la poche de sa veste. Aucun des deux ne parla. Ils avancèrent simplement, leur présence imposante, comme si le silence lui-même était la plus forte déclaration de pouvoir. Toute la cabine première classe tomba dans un silence complet. Un passager laissa tomber un magazine. Une femme passa rapidement son téléphone en mode silencieux. Personne ne demanda qui ils étaient. Tout le monde savait déjà. Ce n'était plus une affaire interne à la compagnie aérienne. Un événement avait été officiellement enregistré. Une action avait été portée à un dossier formel, et quelqu'un devrait rendre des comptes. La porte de la cabine claqua avec un bruit net et froid qui résonna dans l'avion comme un ordre silencieux faisant cesser tous les mouvements. Deux agents de la Fédérale Aviation Administration apparurent à l'entrée. Une femme en uniforme sombre avec des épaulettes argentées brodées. La plaque nominative « Officer Road » épinglée sur sa poitrine gauche, marchant d'un pas assuré. À ses côtés, un homme grand en costume gris, le visage impassible, un badge fédéral brillant sur la poche de sa veste sous les lumières de la cabine. Ils ne parlèrent pas. Ils ne sourirent pas. Ils ne saluèrent personne. Leur simple présence rendait l'air de la cabine première classe suffocant, comme si tout l'oxygène avait été aspiré en deux pas. Amaya Carter leva la tête de son siège 3B, ses yeux suivant calmement les deux figures. Elle ne dit rien. Elle ne réagit pas. Mais dans ses yeux marron profonds, il y avait une nouvelle lumière, une lumière de confirmation, comme si ce que tous les adultes autour d'elle avaient douté depuis plusieurs minutes venait d'être scellé par une réalité indéniable. Elle n'avait pas eu tort, et ce qui s'était passé ne pouvait pas être effacé d'un revers de main. Les deux agents se dirigèrent droit vers le cockpit. Le capitaine Robert les salua d'un signe de tête solennel et recula, comme s'il remettait le contrôle de l'avion à une autorité supérieure. Après quelques échanges brefs à voix basse, Officer Road se retourna, balayant la cabine du regard comme pour chercher une réaction. Puis, d'une voix claire mais non forte, elle parla. « Nous devons parler à la chef de cabine Sandra Whitmore. » Personne ne bougea. Personne n'eut besoin de poser davantage de questions.
Tous les regards se tournèrent immédiatement vers l'avant de la cabine première classe où Sandra se tenait encore, le dos raide, les mains légèrement serrées sur le comptoir métallique du Galéi. Son visage était pâle, son menton tremblait, ses yeux fixaient le vide comme si, en ne regardant pas en arrière, tout pouvait disparaître. Mais la réalité était entrée dans la cabine, et elle n'avait pas besoin qu'elle regarde pour exister. Eric Dawson se déplaça subtilement sur le côté, comme pour dégager instinctivement un passage. Sandra quitta son endroit, les jambes lourdes, comme alourdies par la pierre. Personne ne la força, mais chaque pas qu'elle fit vers l'avant de l'avion ressemblait à une escorte invisible, où le verdict avait déjà été rendu, attendant simplement d'être prononcé dans le silence impitoyable des dizaines de témoins. Quand Sandra arriva devant, l'homme en costume gris tendit la main, non pas pour serrer la sienne, mais pour la guider hors de la cabine. Il n'y avait ni menottes ni personne qui la tirait. Mais personne ne pouvait confondre cela avec un geste volontaire. C'était une escorte. Pas criminelle, mais strictement selon la procédure FAA pour les personnes sous enquête pour de graves violations des règles passagers. Et ce qui rendait la scène encore plus oppressante, c'est que tout cela se déroulait dans un silence complet. Personne ne parlait, ne criait, n'applaudissait, seulement les regards, seulement ce silence suffocant. Et une seule personne, Sandra, ne pouvait pas échapper à cela. Alors qu'elle passait devant le siège 3B, où Amaya était assise, leurs regards se croisèrent un instant. Amaya ne montra aucune émotion. Elle ne baissa pas la tête. Elle ne détourna pas le regard. Elle regarda simplement. Un regard calme, mais aussi profond que l'océan, un regard qui ne nécessitait pas de mots, mais qui fit sentir à Sandra qu'elle avait quitté le monde qu'elle contrôlait autrefois. Sandra détourna le visage. Elle ne pouvait pas supporter ce regard. La porte de l'avion s'ouvrit complètement. Dehors, un SUV noir aux vitres teintées spécialisées était garé à côté de l'escalier. Les feux d'urgence clignotaient silencieusement, sans sirène, mais leur présence suffisait à prévenir quiconque dans un rayon de 100 mètres. Ce n'était pas une affaire mineure. Les pas lourds de Sandra descendirent les escaliers. Depuis la cabine première classe, les passagers pouvaient voir un représentant de la FAA attendant au bas des escaliers, tenant un épais dossier, le visage impassible. Même s'il n'y avait pas de menottes ou de mandat d'arrêt, tout le monde dans la cabine comprenait. C'était le moment où elle devrait répondre de toute sa carrière. À l'intérieur de l'avion, le silence dura quelques battements de cœur après que Sandra disparut de la vue. Puis un jeune homme au siège 2C, celui qui avait dit « Nous avons gardé le silence là où il ne fallait pas », se tourna vers la femme à côté de lui et murmura « Je crois que pour la première fois, je comprends ce que signifie la responsabilité civique. » La femme ne répondit pas, mais elle serra doucement le doigt de son mari, comme pour s'accrocher à quelque chose de fragile mais réel. Au siège 3B, Amaya ferma les yeux. Non pas parce qu'elle était fatiguée, ni parce qu'elle voulait fuir, mais parce qu'elle savait qu'une porte venait de se fermer pour quelqu'un, et qu'une autre, plus grande, plus juste, venait de s'ouvrir pour toutes les personnes comme elle. Sandra Whitmore descendit les escaliers de l'avion, disparaissant dans le SUV noir accompagnée de 2 agents de la FAA, laissant derrière elle une cabine première classe remplie d'un silence si profond qu'on aurait dit que sa présence même avait été le bruit ignoré que personne n'avait reconnu jusqu'à ce qu'il disparaisse. La porte de la cabine se referma, et le léger bruit du mécanisme de verrouillage résonna, comme un point final doux marquant la fin d'un événement que personne ne s'attendait à voir lorsqu'il avait embarqué. Mais personne ne se précipita pour récupérer ses bagages. Personne n'essaya de se frayer un chemin comme lors des retards habituels. Ils restèrent assis comme si la cabine s'était transformée en un théâtre involontaire, et eux en public forcés à ouvrir les yeux et voir ce qu'ils avaient si souvent détourné. Au siège 3B, Amaya Carter resta immobile. Elle ne célébra pas. Elle ne versa pas de larmes. Elle ne sortit pas son téléphone pour prendre des photos ou enregistrer ce moment. Il n'y eut aucun geste de victoire, aucun signe de satisfaction. Juste une fille de 16 ans portant un simple sweat à capuche, les cheveux attachés proprement, assise bien droite au milieu de la première classe avec une telle maîtrise que toute la cabine sembla ajuster son souffle au sien. Dehors, à travers la fenêtre, le SUV noir s'éloignait, ne laissant derrière lui qu'une faible lueur rouge sur la piste sous le soleil voilé. Amaya continua de regarder, non pas avec un regard de vengeance, mais avec un regard long et profond, comme si elle savait que la justice ne vient pas avec du sang et du feu, mais par la persévérance de ceux qui refusent de fuir. Un homme plus âgé, assis au siège 1A, se tourna vers sa femme, murmurant si doucement, comme s'il avait peur de perdre quelque chose de sacré qu'il venait de vivre. Cette fille a fait arrêter tout un vol juste par sa patience. La femme hocha la tête,
puis regarda presque instinctivement vers Amaya comme si elle voulait lui dire quelque chose, mais posa simplement sa main sur sa poitrine, où elle ressentit pour la première fois durant tout le vol un sentiment qui ressemblait à du respect. Nous demandons aux passagers de bien vouloir se préparer à débarquer. Le débarquement se fera par rangée. Merci de rester assis jusqu'à ce que votre rangée soit appelée. Le mouvement fut lent. Les passagers commencèrent à se lever, se regardant les uns les autres comme pour demander avec les yeux plutôt qu'avec des mots. Devrait-on dire quelque chose à la fille? Mais soudain, tout le monde s'arrêta. Personne n'osa parler, car la présence silencieuse d'Amaya à cet instant valait plus que n'importe quel mot de consolation ou d'éloge. Ils passèrent tous devant elle sans un mot. Quelques-uns jetèrent un coup d'œil furtif, offrant un léger signe de tête, non pas comme des excuses, mais comme une reconnaissance. Nous avons vu, et cette fois, nous n'oublierons pas. Amaya resta assise jusqu'à ce que l'avion soit presque vide. Il ne restait plus que quelques agents de bord, et un officier de la FAA se tenait à l'avant de la cabine, un dossier épais à la main, le regard rempli d'attente, accompagné d'une personne qui l'observait avec calme et présence inébranlable, Eric Dawson. Il n'avait pas besoin de dire un mot, mais dans ses yeux, Amaya vit clairement qu'il comprenait. Désormais, il ne resterait plus jamais silencieux. La dernière annonce fut faite, cette fois uniquement pour elle. Dernier passager, Amaya Carter, veuillez débarquer. Le personnel de la FAA vous escortera. Elle se leva. Ses mouvements n'étaient ni précipités ni lents. Son sac à dos fut soulevé calmement, la sangle reposant sur son épaule comme au début du vol. Mais cette fois, ses petites épaules ne se voûtèrent pas de honte. Elles restèrent droites, comme si elles portaient une vérité désormais prouvée. Amaya marcha vers l'avant de l'avion, chaque pas ferme, comme si elle retrouvait un sol solide après la tempête. Elle ne leva pas la tête comme une victorieuse, mais ne baissa pas non plus la tête comme une personne vaincue. Elle marcha simplement comme quelqu'un qui sait qu'en avançant droit devant, tout ce qui suivra devra changer. Lorsqu'elle sortit de la cabine, la lumière du soleil frappa ses yeux. Non aveuglante, mais étrangement chaleureuse. Au bout de la passerelle, personne ne l'attendait avec une caméra ni une foule de journalistes, mais une seule personne. Une femme en manteau bleu marine, les cheveux soigneusement relevés, debout silencieusement, la main posée sur son cœur. Naomi Brooks. Amaya marcha vers elle, sans hâte. Quand elle s'arrêta devant Naomi, il n'y eut pas besoin de questions, ni de salutations. Naomi la regarda, les yeux calmes et chaleureux, puis dit « Ça va, ma chérie ». Amaya hocha la tête, la voix calme. « Je n'ai pas besoin qu'il crie que j'avais raison. Je veux juste qu'il s'arrête et réfléchisse. » Naomi esquissa un léger sourire, sans rien ajouter. Elle posa sa main sur l'épaule d'Amaya, et ensemble elles tournèrent pour marcher dans le couloir de l'aéroport. Pas de médaille, pas de discours, juste des pas calmes et la vérité. À peine Amaya et Naomi disparurent dans le couloir, que la lumière éclatante du soleil ne pouvait chasser la onde de choc qui s'amplifiait au cœur de l'industrie aérienne américaine. Au siège d'Atlantic Blue Airlines, dans une grande salle de réunion vitrée donnant sur la piste, une réunion d'urgence fut convoquée moins de 3 heures après l'immobilisation du vol 263. Il n'y avait plus de murmures. Plus de réponses par email ni de réunions à huis clos. Cette fois, toute la haute direction, du PDG au directeur juridique, des ressources humaines aux responsables de la sécurité des vols devaient affronter ce qu'ils avaient évité pendant des années, la responsabilité systémique. Le court mémo de la FAA arriva en premier, soigneusement glissé dans un dossier blanc glacé. Sur le titre, en lettres rouges en gras, « Rapport de violation du service passager, niveau de gravité élevé ». En dessous, la conclusion préliminaire brève mais choquante. Le passager a été victime de discrimination basée sur son apparence. Aucune vérification de billets via le système ni coordination avec l'équipage. La chef de cabine a pris une décision personnelle dépassant son autorité professionnelle. Et la dernière ligne soulignait la nécessité d'une action immédiate dans tout le système. Le PDG Martin Reigne, un homme connu pour sa dureté et sa réticence à reconnaître ses erreurs, était assis droit, les mains jointes, les yeux fixés sur le résumé projeté sur l'écran LCD au centre de la table. Sous la lumière blanche crue du plafond, les rides de son front étaient visibles, non pas par âge, mais parce que pour la première fois de sa carrière, il réalisait que cet incident ne pouvait pas être contrôlé par un simple communiqué de presse. « Combien de temps avons-nous » demanda-t-il, la voix rauque d'avoir été au téléphone toute la matinée. Le directeur juridique répondit rapidement « Plus aucun. La presse diffuse déjà la nouvelle. »
La FAA demande des mises à jour toutes les 48 heures. Si nous n'agissons pas maintenant, nous perdrons non seulement la confiance du public, mais aussi notre licence d'exploitation. Un silence lourd tomba dans la pièce, si épais qu'on pouvait entendre le doux clic d'un stylo tremblant dans une main. La directrice des ressources humaines, une femme au ton ferme, parla plus lentement cette fois. La FAA a demandé 3 actions obligatoires à partir de la semaine prochaine. Premièrement, tout l'équipage, quel que soit le rang, devra suivre une formation mensuelle sur les billets, au lieu d'une formation annuelle comme auparavant. Deuxièmement, le système d'enregistrement et les agents de bord devront mettre en œuvre un processus de vérification des sièges en 2 étapes. Les cartes d'embarquement doivent être scannées électroniquement et vérifiées manuellement avec le personnel au sol avant de demander aux passagers de changer de place. Troisièmement, une politique de protection des lanceurs d'alerte contre toute discrimination devra être établie, qu'ils soient passagers ou employés internes. Elle fit une pause, puis ajouta d'une voix plus grave. Et enfin, la FAA a officiellement confirmé que la chef de cabine Sandra Whitmore sera immédiatement renvoyée. Sans possibilité de recours. Quelques têtes s'inclinèrent. Une personne déchira discrètement un papier, le froissa dans sa main. Sandra, autrefois considérée comme le pilier discipliné des chefs de cabine, louée pour ses compétences exceptionnelles en gestion de crise en vol, était désormais l'exemple vivant de ce qui arrive quand la confiance dépasse l'humanité. Un conseiller en communication dans la salle, la voix urgente, prit la parole. Que va-t-on faire de l'opinion publique ? Une vidéo circule en ligne montrant des passagers filmant l'intervention de la FAA. On voit le visage de la jeune fille. La communauté en ligne la surnomme la fille qui a cloué le vol au sol. Martin Reigne resta immobile quelques secondes, puis acquiesça lentement. On ne peut pas combattre cette vague. Il faudra donc la suivre. Quelques heures plus tard, une série de communiqués officiels fut diffusée, non pas avec le ton froid et distant habituel, mais avec une intention clairement renouvelée. Nous reconnaissons que le vol 263 a révélé une faille importante dans nos procédures et dans la conscience humaine. La passagère Amaya Carter a été traitée injustement, et cela ne se reproduira jamais. Dans toutes les branches de la compagnie, le système de messagerie interne envoya 3 nouvelles directives. Des formations anti-discrimination auront lieu chaque mois avec des contrôles stricts. Aucune absence ne sera tolérée. Tous les agents de bord devront suivre la vérification des sièges en 2 étapes, électronique et manuelle avec le personnel au sol. Tout employé surpris en train de discriminer ou d'ignorer une discrimination sera sanctionné immédiatement, sans exception. Dans une salle de réunion plus petite à la FAA, Naomi Brox, sans son uniforme autoritaire, assise tranquillement devant un ordinateur portable, examinait le projet de nouvelle politique, un amendement intitulé « Règlement de protection des passagers mineurs contre la discrimination », aussi appelé « Clause Amaya Carter ». Une petite note en bas de page disait « Nous ne réécrivons pas les procédures juste pour embellir nos dossiers. Nous les réécrivons pour que plus jamais une fille de 16 ans n'ait à pleurer en silence. » Lorsque le mémo intitulé « Clause Amaya Carter » fut approuvé et envoyé à toutes les compagnies aériennes des États-Unis, le nom de cette jeune fille de 16 ans entra officiellement dans le système, non comme un phénomène Internet, mais comme une partie intégrante de la structure légale, culturelle et humaine de l'industrie aérienne. Amaya le savait, mais elle ne sourit pas. Elle ne se voyait pas comme une pionnière. Elle voulait simplement redevenir une étudiante normale, une étudiante qui ne devrait pas avoir à prouver qu'elle mérite le respect. Alors que les grands médias cherchaient à contacter Naomi pour des interviews, et que des magazines renommés invitaient Amaya à faire la une et raconter son histoire sous le titre « La fille qui a changé le ciel », elle refusa tranquillement toutes ces propositions. Non par peur, ni par envie de fuir, mais parce que ce qu'elle avait fait n'était jamais destiné à être vu. Elle voulait juste être visible. Pourtant, malgré son silence, l'histoire du vol 263 continua d'être racontée partout, et d'une manière que personne ne pouvait ignorer. Dans les centres de formation des agents de bord à travers les États-Unis, un extrait vidéo des caméras internes de la cabine du vol 263 fut ajouté au programme obligatoire. Ce n'était pas seulement une leçon sur la gestion des passagers. C'était un rappel vivant des dégâts causés par les biais inconscients. Quelque chose qui peut commencer par une question innocente mais ENT. Quelque chose qui peut commencer par une question innocente mais enterrer la dignité d'une personne. Dans les lycées, notamment dans les cours d'éducation civique et de sociologie, les enseignants imprimèrent des résumés de l'incident accompagnés de questions pour la discussion. Que feriez-vous si vous étiez la personne assise à côté d'Amaya ce jour-là ?
L'histoire n'était plus simplement un événement. Elle était devenue une leçon, non pas dans les manuels scolaires, mais une leçon qui laissait une marque plus profonde que n'importe quel chapitre. Quelques semaines plus tard, Amaya se retrouva de nouveau à l'aéroport, cette fois-ci pour un vol ordinaire, sans drame ni regard lourd de jugement. Le monde autour d'elle semblait avoir changé, même si elle n'avait rien changé à son apparence simple et sa nature discrète. Dans la salle d'embarquement, elle remarqua un petit groupe de jeunes qui chuchotaient en la regardant avec respect, comme si elle était devenue un symbole silencieux de courage et de justice. Sans un mot, Amaya leur offrit un léger sourire. Elle savait que son combat n'était pas seulement le sien, mais celui de milliers d'autres qui espéraient simplement être traités avec dignité. Ce jour-là, alors que l'avion s'envolait, un nouveau vent soufflait dans les couloirs du pouvoir et des décisions, un vent porteur de changement, lent mais sûr. Et Amaya, cette jeune fille simple avec un hoodie usé, avait fait ce que peu osait faire. Elle avait tenu bon, elle avait marché droit, et elle avait fait entendre sa voix. Quelques jours après l'incident, Amaya reçut une lettre inattendue. Ce n'était ni une convocation officielle, ni une invitation médiatique, mais une simple note manuscrite, glissée discrètement dans son casier à l'école. « Merci de ta force. Tu n'es pas seul. Une alliée. » Ces mots, courts mais puissants, touchèrent Amaya au plus profond. Elle réalisa que son combat avait éveillé une conscience plus large, au-delà des couloirs feutrés des avions et des salles de réunion. À l'école, plusieurs élèves commencèrent à la regarder autrement. Certains avec admiration, d'autres avec curiosité, mais presque tous avec un nouveau respect. Les discussions sur l'injustice et la discrimination s'installèrent doucement dans les classes, portées par les professeurs qui voulaient que cette histoire serve de leçon. Amaya, elle, restait humble. Elle continuait ses études, sans rechercher la célébrité ni les honneurs. Mais dans son cœur, elle savait que ce qui avait commencé comme une injustice personnelle était devenu un symbole d'espoir pour beaucoup. Dans les semaines suivantes, les médias commencèrent à relayer des histoires similaires à la sienne, révélant que trop souvent, des passagers avaient été victimes de préjugés. L'industrie aérienne fut forcée de repenser ses procédures, non seulement pour Amaya, mais pour tous ceux qui avaient été silencieusement lésés. Et ainsi, petit à petit, un changement profond s'ancrait dans les pratiques, dans les esprits, dans les cœurs. Amaya, la jeune fille au hoodie simple, était devenue une voix puissante, un rappel vivant que la dignité ne se négocie pas, et que la justice commence souvent par le courage de dire « ça suffit ». Des mois plus tard, Amaya fut invitée à prendre la parole lors d'une conférence sur les droits civiques à Washington. Vêtue simplement, fidèle à elle-même, elle monta sur scène sous les applaudissements d'une foule émue. Elle n'était pas là pour raconter une revanche, mais pour porter un message. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune, ou que votre peau est sombre, que vous devez vous excuser d'exister. Le respect n'est pas un privilège. C'est un droit. La salle resta silencieuse un instant, puis se leva, applaudissant à l'unisson. Ce jour-là, Amaya n'était plus seulement une victime d'injustice. Elle était devenue un symbole. Une étincelle de changement. Un rappel que, parfois, il suffit d'un seul geste de courage pour faire basculer tout un système. Et tandis que la lumière de la scène s'éteignait, le monde, lui, ne serait plus jamais tout à fait le même.